temps, je vais présenter le collectif, puisque c'est lui qui organise cette conférence. Alors, le collectif, il a 1 an d'existence. Il est né le 1er novembre 2023, juste après les attaques. Et on s'est dit qu'il fallait avoir une réponse par rapport au génocide qui commençait à Gaza. Donc la réponse, c'était de se structurer et d'avoir une action sur la rue. Des manifestations qu'on a tenues, des rassemblements, mais pas que. On a aussi tenu une soirée culturelle, on a animé lors de projections de cinéma, entre autres le film de Roland Durier, Gala Gaza, où il y a eu des débats. Et là, c'est un nouveau format. C'est une première pour notre collectif, qui s'incarne à travers une conférence. Et on a invité Pierre Stamboul. Alors Pierre Stamboul, c'est le porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Alors là, je le laisserai présenter son association, mais Pierre Stamboul, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a aussi à son actif plusieurs ouvrages, dont le sionisme en question, contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien, la Nakba ne sera jamais légitime, Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement, Chronique de Gaza, coécrit avec son épouse, Sarah. Alors, comment va s'articuler la soirée? Alors, dans un premier temps, Pierre prendra la parole pendant 1 heure, où il va justement intervenir sur, qui est en même temps le titre de son prochain livre, du projet sioniste au génocide à Gaza. Suite à ça, il y aura un échange de vive voix avec le public. Et ceux qui ont du mal avec ça, on fera distribuer des petits papiers pour poser vos questions. Ensuite, on finira la discussion autour d'un buffet qui est présenté là-bas sur place. Alors, je tiens à porter à votre connaissance, il y a des livres qui sont à votre disposition, il y a de l'info, et il y a les livres aussi de Pierre Stamboul. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Pierre. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien là comme ça? Oui? Plus près, comme ça c'est mieux. Donc, Mabrouk a un petit peu tout dit. Je vais quand même présenter un petit peu le JFP et me présenter moi-même. L'Union juive française pour la paix, on existe depuis 30 ans maintenant, 1994. Au début, sur un mot d'ordre assez défensif, pas de crime en notre nom. Et puis assez vite, les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, crime de guerre, crime contre l'humanité, colonisation, aujourd'hui génocide, suprémacisme, racisme, nous ont fait assez rapidement évoluer. Nous appartenons à BDS France, boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël, et pour nous un boycott total, y compris bien sûr le boycott des matchs de football, puisque c'est d'actualité. Nous sommes une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes pas bien que juifs, mais parce que juifs, parce que c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer ce soir. Le sionisme, c'est bien sûr avant tout un crime contre les Palestiniens, mais pour nous, juifs, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité, et en plus, c'est pas seulement une idéologie criminelle, c'est une idéologie suicidaire. Je me présente, le JFP est aussi une association antiraciste, mais nous ne faisons pas de l'antisémitisme qui est notre histoire intime, je l'ai un peu expliqué pour moi, un racisme à part. Nous dénonçons le racisme sous toutes ses formes, que ce soit le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms, contre les musulmans ou contre les Juifs. En ce qui me concerne, je suis professeur à la retraite, pas d'histoire, de maths. J'ai été plusieurs fois en Palestine et en particulier 2 fois à Gaza, et je parlerai assez fortement de Gaza à la fin de mon intervention. Je suis issu d'une famille venue d'un pays qui n'existe plus, la Bessarabie,
qui est partagée aujourd'hui entre Moldavie et Ukraine. Mes parents ont été résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui était le bras armé des étrangers du Parti communiste. Et ma mère a été la seule rescapée d'une famille exterminée qui était restée en Europe orientale. Et mon père, le seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés en novembre 1943. Il a été torturé et arrêté par la police française, ne l'oublions jamais, livré à la Gestapo et déporté à Buchenwald, et il est revenu, sinon je n'existerais pas. Alors, je vais passer cette conférence, toute la première partie, à essayer de déconstruire tout un discours et toute une propagande officielle, parce que je crois que c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que là, en arrivant ici, j'ai eu la tête pleine de conneries racontées par la radio sur attentat antisémite à Amsterdam, on est en plein délire, ou pogrom à Amsterdam, on est en plein délire. Je précise que mes deux grands-mères ont été des survivantes d'un vrai pogrom, qui était celui de Kishinev, et donc comparer ce qui s'est passé en 1903 à Kishinev et ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est du délire total. Alors, parmi ces idées reçues qui sont fausses, la première, c'est les sionistes ont toujours avancé l'idée. Nous avons été chassés de chez nous il y a 2000 ans, et grâce au sionisme, les Juifs rentrent chez eux. Cette idée est absurde. La Bible est un livre religieux, la Bible hébraïque, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Donc, il y a toute une série de choses qui ont été racontées, mais qui ne correspondent pas à ce que dit l'histoire, en particulier la Palestine, parce que c'était une terre de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie, a toujours été une terre de mélange. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, donc ils ne sont pas arrivés de Mésopotamie, ils n'ont pas été en Égypte, ils n'en sont ni rentrés ni sortis, c'était un peuple autochtone, et en particulier dans le récit dont se servent aujourd'hui les sionistes, il y a le livre de Josué. Josué va dans toutes les villes, il y a des impies, et il faut les massacrer. Mais il y en a toujours un petit peu plus, et c'est le livre de chevet des colons de la Cisjordanie. En histoire, ça correspond strictement à rien. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho, et cette histoire-là, elle est dans le livre, ce n'est pas un livre d'histoire. De la même façon, le sionisme dit nous reconstituons le royaume unifié de David et Salomon, et ça va au point qu'à Jérusalem, aujourd'hui, dans le quartier de Silouane, les sionistes ont décidé que le roi David avait vécu là, et donc on construit le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David. On a déjà expulsé plusieurs milliers de Palestiniens du quartier de Silouane. À l'époque présumée du roi David, Jérusalem était un petit village de 200 ou 300 habitants. Donc le roi David, le roi Salomon, le grand temple, vous pouvez oublier, c'est dans le livre, mais ce n'est pas de l'histoire. Beaucoup plus important, les sionistes disent, comme l'empereur Titus, en 70 après Jésus-Christ, prend Jérusalem, des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de juifs sont expulsés, se seraient répandus partout dans le monde méditerranéen et au-delà, et les juifs d'aujourd'hui seraient leurs descendants, qui rentreraient chez eux. Vous voyez que, alors je suis 100% juif, aussi loin que je puisse remonter des deux côtés pour mes parents, j'ai pas le titre proche-oriental, donc non, les juifs sont de façon très majoritaire des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et les descendants des Judéens de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens, qui le savent d'ailleurs très bien, et qui ont toujours été, pendant 15 siècles, les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes, et la Palestine a été tour à tour juive, chrétienne, musulmane, puis les trois à la fois. Il y aura pendant plus d'un millénaire en Palestine environ 80% de musulmans de rite sunnite, 10 à 15% de chrétiens, environ 5% de juifs. Ces trois religions vivant relativement en bonne entente, et cette bonne entente va durer jusqu'à l'arrivée du sionisme. Et la Shahid raconte que son grand-père était maire de Jérusalem à la fin de l'Empire ottoman, et que dans la municipalité de Jérusalem, les trois religions vivaient en bonne entente pour gérer les affaires religieuses de la ville. Donc cette idée-là de l'exil et du retour,
qui est à la base de la pseudo-justification du sionisme. Elle ne repose absolument sur rien. Probablement les Ashkénazes, donc les juifs européens dont je suis, ont des origines diverses venant des juifs qui étaient dans l'Empire romain, dans la vallée du Rhin, et probablement aussi de l'Empire khazar, qui était un empire turco-slave entre mer Caspienne et mer Noire. Et les juifs du Maghreb sont tout simplement des berbères judaïsés qui étaient là avant l'arrivée des Arabes. Et en ce qui concerne les juifs orientaux, probablement des descendants de populations qui ont été converties dans l'est de l'Empire romain. Il y a même eu des royaumes juifs au Yémen, il y a eu des royaumes, et c'était des Arabes, il y a eu des royaumes juifs au Kurdistan, c'était des Kurdes. Donc voilà, cette idée que nous serions un peuple race, parce que c'était ça qu'il y avait dans l'idée de Théodore Herzl, c'est une idée inventée. Parmi les idées fausses qu'il faut éliminer, il y a aussi l'idée que c'est la religion juive qui explique aujourd'hui ce qui se passe. Non. Alors même si je ne suis pas croyant, je suis arrière-petit-fils de rabbin quand même, la religion juive a été historiquement une religion messianique. C'est-à-dire que il est dit, les juifs sont punis par Dieu, ils sont en exil, ça se dit galout en hébreu, et tant que le Messie n'est pas arrivé, ils sont punis et ils n'ont pas le droit de retourner sur cette terre. Donc pour les juifs religieux, il était interdit de retourner en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie. Le peuple élu, ça voulait dire celui qui avait le plus de devoirs et pas celui qui avait le plus de droits. L'an prochain, Jérusalem, ça voulait dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem, j'y fais un État et au-delà que je m'y mette. Et la langue hébreu, la langue hébraïque, était réservée à la synagogue, elle a été interdite comme langue profane. Il y avait des langues juives qui étaient le ladino pour les descendants des juifs chassés d'Espagne, le judéo-arabe pour les juifs du Maghreb, le yiddish qui était la langue maternelle de ma mère pour les juifs d'Europe orientale, mais ce n'était pas l'hébreu c'était à la synagogue. Donc on peut se poser la question pourquoi aujourd'hui on a une religion fasciste, il faut employer des véritables mots en Israël. Je dirais que c'est le colonialisme qui a transformé majoritairement la religion, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu le colonialisme, et en particulier la conquête de la Cisjordanie en 1967, c'est historiquement le moment où la petite minorité qui était à la fois religieuse et sioniste, c'est-à-dire qui disait en gros que l'Israël c'est le Messie, devient majoritaire dans la religion juive. Jusque-là, elle était minoritaire, voire extrêmement minoritaire. Mais ce n'est pas la religion qui explique aujourd'hui la situation actuelle. Je vais parler de l'antisémitisme, parce qu'en ce moment, on bazarde ça à toute allure, et on raconte absolument n'importe quoi. Alors on le raconte parce qu'on identifie l'antisémitisme à ce que j'ai décrit sur mon histoire familiale, à Auschwitz, au camp d'extermination, au génocide nazi. Non. Il y a plusieurs phases qui n'ont strictement rien à voir dans la haine des Juifs. D'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle l'antijudaïsme chrétien. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête que la haine des Juifs, c'est l'Europe et c'est les chrétiens. C'est pas les Arabes et c'est pas les musulmans. C'est-à-dire que pendant plus d'un millénaire, la religion chrétienne, quand elle devient religion d'État, à la fin de l'Empire romain, donc 4e, 5e siècle, jusque-là, la religion juive a été une religion prosélyte, c'est-à-dire que la majorité des juifs de l'époque sont des convertis, et c'était une religion concurrente du christianisme. Et le christianisme, quand il l'emporte, il va prendre des mesures contre son concurrent, contre ses concurrents, parce qu'il y avait d'autres religions qui étaient en concurrence à l'époque, le culte d'Isis, le culte de Mitra, etc. Et donc les mesures qui vont être prises contre les juifs, ça va être un assez grand nombre de stéréotypes racistes, des crimes rituels, la volonté de dominer le monde. On va enfermer les juifs dans des quartiers réservés qui plus tard prendront le nom de Juderia en Espagne ou de ghetto du nom d'un quartier de Venise en Europe. On va interdire aux juifs ce qui était le métier principal pendant plus d'un millénaire dans le monde, qui était la possession de la terre. Il faut savoir que dans le monde chrétien,
les juifs n'auront pas le droit de posséder la terre. Le pire des stéréotypes racistes contre eux, ça va être l'accusation d'un peuple déicide, et cette accusation ne sera supprimée qu'en 1965, au Concile Vatican II. Et ça va très rapidement prendre des allures. On va surtout interdire aux chrétiens un certain nombre de métiers, le métier de l'usure, le métier de la banque, qu'on va donner aux juifs, ce qui va évidemment augmenter leur impopularité au niveau de la population. Et à partir de l'an 1000, commence toute une série d'expulsions. Il y a déjà eu des expulsions avant, les Visigoths, les Francs ont expulsé les Juifs à plusieurs reprises, mais les grandes expulsions vont commencer vers le 11, 12, 13e siècle. Les rois de France, Saint-Louis, Philippe le Bel, etc., vont expulser les Juifs, au point qu'il y aura quasiment plus de Juifs en France au moment de la Révolution française. Il y en aura juste dans les régions périphériques récemment annexées, comme l'Alsace ou Avignon, ou Bayonne, ou Perpignan. Mais ces expulsions vont avoir lieu un petit peu partout, vont commencer un assez grand nombre de massacres. Donc les massacres emblématiques, la première croisade avant d'aller exterminer les infidèles musulmans en Proche-Orient, va commencer à se faire la main sur les Juifs de la vallée du Rhin. À Strasbourg, en 1349, on brûle 2000 Juifs accusés de propager la peste noire. Et les grands moments emblématiques de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où probablement 5 à 10% de la population était juive. Ils vont être massacrés, forcés de s'exiler ou forcés de se convertir. Il y a probablement un assez grand nombre d'Espagnols qui ont des origines juives, origines converties. Les Espagnols vont même persécuter les Juifs convertis au christianisme, mais qu'on soupçonnait de judaïser en silence. Ils vont inventer la limpieza des sangre, la pureté du sang, 5 siècles avant Hitler, c'est quelque chose de très fort. Dans l'antijudaïsme chrétien, il y a également les grands massacres qui ont lieu en Ukraine, au XVIIe siècle, probablement 150 000 morts faits par les troupes du cosaque Khmelnytsky. Et puis la deuxième phase de ça, c'est l'antisémitisme racial. Ça, c'est le XIXe siècle. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'éclatement des grands empires en Europe, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman. Et il y a toute une série de nationalismes qui vont naître et qui vont propager l'idée meurtrière de l'État ethniquement pur, idée que les sionistes vont copier. Et pour faire des États ethniquement purs, il y avait bien des territoires où la majorité de la population était polonaise ou serbe. Ça avait un sens, le nationalisme serbe ou polonais ou croate, tout ce qu'on veut. Mais les Juifs, en Europe, il n'y avait aucun endroit où ils formaient plus de 10% de la population. Ces nationalismes-là vont tous prôner l'État ethniquement pur et vont tous être antisémites. Et puis dans ce 19e siècle, il y a la responsabilité monstrueuse des intellectuels, et on la retrouve aujourd'hui, qui à un moment où l'Europe domine le monde, il n'est pas question de partager les richesses. Donc on va inventer le concept meurtrier de la race. Les races, ça n'existe pas, on est tous des humains. Et pour les antisémites, pour les racistes, les races inférieures seront dans le monde dominé les Noirs, les Arabes et les Indiens. Et dans l'Europe, ce seront les Juifs et les Tziganes. Et donc cet antisémitisme racial va devenir dominant à la fin du XIXe siècle, pas seulement dans le pays où il y a le plus grand nombre de Juifs, qui est l'Empire russe, où probablement 60% des Juifs du monde entier vivent dans l'Empire russe, mais même en Europe occidentale. En France, on connaît bien sûr l'affaire Dreyfus, où la moitié de la population se révèle farouchement antisémite, mais ce racisme-là gagne l'Allemagne, Vienne, où vivent 300 000 Juifs au Rhin-Mer antisémites pendant 15 ans, et de nombreux pays sont gagnés par cette situation-là. Et c'est là que je t'ai parlé un petit peu, je ne parle pas de ces deux formes de la haine des Juifs, anti-judaïsme chrétien, antisémitisme racial, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu après, Edgar Morin l'appelle l'anti-israélisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur ce que les Israéliens font aux Palestiniens qu'un certain nombre de confusions vont causer la haine des Juifs. Alors je vous le dis tout de suite, si vous confondez Juifs et Israéliens, vous tirez un coup de poignard dans le dos des Palestiniens, d'accord ?
parce que c'est évidemment ce que les sionistes souhaitent. Mais voilà, c'est évidemment pas pareil, et c'est évidemment, je vais le dire autrement, les dirigeants israéliens ne sont pas les descendants des victimes du génocide nazi, ils sont les descendants des collabos, et ils doivent être traités comme ça, et ça n'a rien à voir avec l'histoire du judaïsme. Alors je vais un peu expliquer dans quelle situation le sionisme va apparaître. On est à la fin du 19e siècle, je vous ai dit 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe. L'antisémitisme est devenu en Russie une politique officielle. À partir de 1881, le régime tsariste organise des pogroms, donc des massacres. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? C'est un massacre organisé par la police, avec le soutien des éléments les plus radicaux, au sens raciste du terme, de la population. Et il va y avoir un assez grand nombre de pogroms organisés. Le résultat de ce qui se passe dans l'Empire russe, ça va être d'abord l'émigration de 2 à 3 millions de juifs qui partent vers l'ouest, essentiellement vers les États-Unis, mais une partie vers l'Europe occidentale. En tout cas, les juifs des États-Unis sont principalement les descendants de ceux qui fuient l'Empire russe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis la religion juive, je vous l'ai expliqué, c'est une religion qui dit « tant que le Messie n'est pas arrivé, nous sommes punis ». Donc les rabbins vont dire on ne se révolte pas contre les pogromistes parce qu'on est puni par Dieu. Un très grand nombre de juifs vont refuser cette situation. Je suis un peu leur héritier, et vont abandonner la religion et vont considérer que leur lutte pour leur émancipation passe par l'émancipation de l'humanité. Et vous allez retrouver un très grand nombre de juifs dans tous les partis progressistes, révolutionnaires. On en trouvera chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les sociodémocrates, chez les anarchistes. Mais ces juifs-là, quelque part, considèrent que leur question va être réglée par la révolution. C'est un petit peu, mais ils représentent une force extrêmement importante. À l'ouest de l'Europe, en Allemagne et en France et en Grande-Bretagne, un certain nombre de juifs ont acquis des droits, ont acquis une forme de citoyenneté, mais il continue à y avoir de la discrimination. Et eux, leur but principal, c'est qu'il n'y ait plus les discriminations, et c'est qu'ils obtiennent l'égalité totale des droits là où ils vivent. Donc on a Et puis les religieux, qui restent quand même en nombre non négligeable, pour eux, ils sont dans leurs livres, ils sont dans leurs écoles. Pour eux, le Messie n'est pas arrivé, et donc nous sommes toujours punis. Et donc ça fait 3 forces qui vont être contre le sionisme. Les juifs révolutionnaires, parce qu'ils veulent l'égalité sur place, les juifs religieux, parce que le Messie n'est pas arrivé, et les juifs assimilationnistes, parce qu'ils veulent l'égalité des droits. Le sionisme naît dans la bourgeoisie juive austro-hongroise. Théodore Herzl était né à Budapest, mais il a grandi surtout à Vienne. C'était un parti de la bourgeoisie. Il y avait, je vous ai parlé des juifs révolutionnaires, il y aura même en Europe orientale un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui prenait l'autonomie culturelle sur place, donc il sera lui aussi antisioniste, et qui disait le sionisme c'est le parti de la bourgeoisie. Alors je vous enlève tout de suite un certain nombre d'idées fausses qu'on aurait à avoir. Est-ce que le sionisme est une réaction à l'antisémitisme? Oui, mais c'est la pire des réactions. C'est-à-dire que Théodore Herzl et ceux qui vont suivre disent l'antisémitisme est inéluctable, il y a une seule façon de régler le problème, c'est qu'on s'en aille et qu'on forme un État juif. Je fais une comparaison. Prenons dans la situation actuelle de l'Europe, les Roms, les Tziganes. Il n'y a pas plus discriminé qu'eux. Il n'y a pas une population encore pire que ce que subissent les Noirs et les Arabes ici. Les stéréotypes, les violences policières et tout, c'est sans arrêt. Imaginons qu'il y ait des intellectuels tziganes qui disent la seule solution, c'est de faire un État. Ils feraient un congrès, à Bâle, au hasard, et ils décideraient est-ce qu'on fait un État en Roumanie ou en Inde. On comprend bien que dans tous les cas, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'à la base, l'idée du sionisme, qui était la seule solution
c'est de se séparer de l'humanité, c'est une idée meurtrière. Et donc le sionisme, vous devez comprendre, au départ, avant tout, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui dit le vivre ensemble est impossible, et la seule solution, c'est on s'en va et on fait un État. Alors si on s'en va et qu'on fait un État, on le met où? Au tout début, ils se sont dit on va peut-être le mettre en Ouganda, en Argentine, à Madagascar et tout. Et puis très rapidement, ils choisissent la Palestine en se disant on va avoir l'appui des religieux. L'appui des religieux, ils l'auront 60 ans après. C'est-à-dire qu'au tout début, les religieux sont fortement contre ça. Quand Theodor Herzl veut faire le congrès fondateur du sionisme à Munich, il y a l'opposition de 94 rabbins allemands sur 96 qui signent une pétition commune contre ce qu'ils appellent la folie sioniste. Et le congrès fondateur aura lieu à Bâle, en Suisse. Donc cette théorie de la séparation va tout de suite dire, il nous faut un pays, c'est la Palestine, sauf que la Palestine, ils vont d'abord dire que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est-à-dire que le sionisme est dès le départ négationniste de l'existence, de l'égalité, de la dignité et des droits du peuple palestinien. Alors, il y en a bien quelques-uns, plus tard, Ben Gurion dira, ces faits-là qui habitent là-bas sont probablement les descendants des Hébreux, il n'avait pas tort, donc ils vont accepter le sionisme, et là, il n'avait évidemment rien compris à la question coloniale. Le sionisme va être d'entrée un colonialisme, mais ce n'est pas comme le colonialisme français en Algérie ou le colonialisme britannique en Inde. C'est un colonialisme de remplacement. Il ne vise pas à exploiter le peuple indigène, il vise à l'expulser et à le remplacer. Le sionisme va être aussi un nationalisme. Ils ont même prétendu qu'ils étaient une idéologie de libération nationale, mais c'est un drôle de nationalisme, parce que c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Peuple juif, c'est une notion religieuse, mais si on entend par peuple une unité d'origine, de culture, de langue, dire que j'appartiens à un même peuple, un juif yéménite, ça n'a aucun sens, c'est une construction historique. La langue, je vous ai dit, il y avait des langues juives, le ladino, le yiddish, le judéo-arabe, c'était pas l'hébreu. Ils ont réinventé une langue à partir de la langue religieuse. Et la terre, je l'ai dit aussi, pour les juifs religieux, il était interdit de retourner là-bas avant l'arrivée du Messie. Et pour les juifs laïcs, on se battait pour l'émancipation sur place. Donc ils ont tout inventé. Et alors surtout, par rapport au débat foireux qu'on a aujourd'hui, le couple infernal, c'est pas antisionisme, antisémitisme. Le couple infernal, c'est sionisme, antisémitisme. C'est-à-dire que dès le début, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel. Il y aura 6 années d'exception, c'est les 6 années 1939-1945, les années de l'extermination. Mais sinon, en 120 ans, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel. Les juifs doivent quitter l'Europe et partir ailleurs. Et Theodor Herzl, dès le début, il s'adresse à tous les antisémites de son époque. Édouard Drumont, qui était le chef des antisémites au moment de l'affaire Dreyfus, il avait lu le livre de Herzl, L'État des Juifs, et il écrira dans son torchon La France juive, il écrira « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, que Herzl accompagnera dans un voyage en Palestine, quand il apprend qu'il y a un congrès sioniste en préparation, il dit à son ministre de l'Intérieur « Ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs ». Et Plévé, le ministre du Tsar qui avait organisé les pogroms, dont celui de Kishinev, donc deux grands-mères sont des rescapés, il avait reçu Herzl en 1903, et les deux hommes étaient d'accord sur le fait que tout devait être fait pour que les Juifs russes quittent l'Empire russe, et Plévé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi les antisémites qui vont jouer un rôle fondamental dans l'essor du sionisme, il y a ceux qui sont en plein d'actualité, surtout avec l'élection de Trump, ce sont les chrétiens sionistes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Dans le protestantisme anglais, dès le XVIe siècle, la Bible est traduite en anglais, et parmi les Britanniques qui vont partir coloniser les nouvelles colonies, donc les États-Unis, le Canada, puis plus tard l'Australie ou l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de religieux ou de dissidents religieux.
Et ces chrétiens sionistes, ils apparaissent dès le XVIIe siècle. Cromwell sera un chrétien sioniste. Les sionistes sont apocalyptiques, profondément antisémites. Et il faut donc savoir que l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie a été financé par des antisémites qui sont les chrétiens sionistes, puisque pour $1 qui arrivait des juifs américains, il y avait $10 qui arrivaient des chrétiens sionistes. Et c'est eux qui ont joué le rôle essentiel dans la colonisation, et c'est eux qui jouent le rôle essentiel dans le soutien inconditionnel aujourd'hui des États-Unis, tout gouvernement confondu, avec les génocidaires en Israël. C'est à savoir que le rôle des antisémites dans la création et l'essor du sionisme. Autre idée fausse qu'on va enlever, beaucoup de gens disent que l'État d'Israël, c'est une réaction, une compensation au génocide nazi. J'aime pas le mot Shoah, parce que celui qui l'a utilisé, Claude Lanzmann, disait que les Israéliens abattaient des oliviers parce que les terroristes se cachaient derrière. Donc, d'accord. J'aime pas ce mot-là, donc j'utiliserai le mot génocide nazi ou le mot destruction des Juifs d'Europe. La réponse est non. Bien sûr que Israël n'aurait probablement pas existé s'il n'y avait pas eu le génocide. Le génocide a rendu possible le succès du mouvement sioniste. Mais les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Vous devez bien avoir ça dans la tête, c'était un crime prémédité. L'expulsion des Palestiniens, la Nakba, était quelque chose de prémédité depuis la fin du XIXe siècle. Et je donne des dates. La Banque coloniale juive, déjà le nom ne s'invente pas, elle est fondée en 1898. Elle a pour but de collecter des fonds pour acheter des terres à des féodaux absents pour expulser les paysans présents. Le KKL, Keren Kayemet le Israël, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens et dont le but est de judaïser la terre, il est créé en 1901. Et en 1948, quand l'État d'Israël sera créé, toutes les terres qui ont été volées aux Palestiniens seront données au KKL qui installera dessus les nouveaux immigrants. Mais la fondation du KKL, c'est 1901, et sachez aujourd'hui, comme on est un pays affreusement complice, que si vous donnez du fric au KKL, c'est déductible d'impôts. Un des instruments numéro 1 de l'expulsion des Palestiniens, et comme je suppose que dans cette salle, pas mal de gens se considèrent de gauche, c'est un syndicat, la Histadrout. La Histadrout, syndicat sioniste, est créé en 1920 avec comme article numéro 1 de ses statuts la défense du travail juif. Vous imaginez déjà si la CGT ou Solidaire avait comme article numéro 1 de ses statuts la défense du travail français, ça ne sentirait pas très bon. La première action de la Histadrout, on est en 1921, c'est une grève, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. C'est-à-dire c'est le modèle de la société séparée. Il n'est pas question d'exploiter. Jusque-là, les non-socialistes avaient des ouvriers arabes. Mais ceux qui sont, pour se prétendre, l'aile social-démocrate du sionisme, eux, ils n'en auront pas. Ils ont comme modèle, dès le départ, le modèle de la société séparée. Et c'est la Histadrout qui va créer la compagnie Mekorot des eaux, celle qui aujourd'hui pille l'eau de la Cisjordanie pour la donner aux colons et la vendre 10 fois plus cher aux Palestiniens. C'est la Histadrout qui va créer la compagnie Tzim de navigation, celle qui exporte les produits israéliens, y compris les produits des colonies, qui va créer la compagnie Solel Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies, qui va créer la compagnie Eged Debus, qui va créer les caisses d'assurance sociale et les caisses de retraite, au point que la Histadrout doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont été obligés de cotiser quand ils ont travaillé en Israël et quand ils ont été expulsés, ils n'ont jamais vu la couleur de ce pourquoi ils avaient cotisé. Donc en plus, c'est un syndicat escroc. Mais c'est surtout la Histadrout qui va créer l'agence juive, qui sera le véritable gouvernement dont le premier dirigeant sera David Ben-Gurion, qui dirigera de fait l'entité autonome qu'on appelle le Yishuv, qui était un régime semi-autonome sioniste pendant le mandat britannique. Et c'est la Histadrout qui va créer la Haganah, qui est l'ancêtre de Tsahal, c'est-à-dire l'armée.
et la Haganah, qui en plus va épauler les Britanniques pendant la répression de l'insurrection palestinienne de 1936. La Haganah, elle a 21 000 hommes en 1939. C'est-à-dire qu'ils avaient littéralement un État des années avant la création d'Israël. Ils organisaient l'enseignement, ils organisaient la poste, ils organisaient les transports, et ils avaient créé toutes les compagnies qui vont faire l'État d'Israël. Donc dans cette idée que l'État d'Israël serait une réparation du génocide, donc il existait de fait, avec le parapluie du colonialisme britannique, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, avec des institutions extrêmement performantes. Autre idée qu'on va enlever, est-ce qu'il existe une gauche sioniste? On pourrait poser la question, est-ce qu'il existe une gauche de l'apartheid? C'est plus facile à répondre. Mais gauche sioniste, c'est un oxymore, c'est une contradiction complète. Donc ce qu'on appelle gauche sioniste, c'est le courant social-démocrate. Pourquoi est-ce qu'il devient majoritaire à l'intérieur du mouvement sioniste à partir de 1920? À cause de ce que j'ai décrit sur la liste à route, il n'était pas possible de conquérir la Palestine avec un colonialisme individuel. Il fallait un colonialisme collectif, dont d'ailleurs un des instruments a été le kibbutz. Alors le kibbutz, là aussi je vais détruire un certain nombre d'illusions, ce n'était pas un instrument de socialisme. Quand j'étais jeune et bête, j'ai travaillé en kibbutz. Non, c'était un instrument de conquête. Shlomo Sand d'ailleurs le dit assez bien. On a installé des kibbutz là où il y avait beaucoup d'Arabes, comme il disait, on ne disait jamais Palestiniens, donc au nord du désert, en Galilée, dans les zones frontalières, autour de Gaza. Et les kibbutz étaient totalement interdits aux non-juifs. Si un kibbutznik avait l'idée tordue de tomber amoureux d'une Palestinienne, on les virait tous les deux du kibbutz. Et très logiquement, vu ce que devient Israël, que sont devenus les kibbutz, ils sont cotés en bourse, ils ont plus ou moins privatisé les cantines collectives, et les activités agricoles ont été la plupart du temps abandonnées au profit de choses beaucoup plus lucratives comme la fabrication de gilets pare-balles ou de munitions. C'est aussi, pour ceux qui sont à gauche dans cette salle, une petite leçon. Est-ce qu'il peut exister un socialisme colonialiste? La réponse est non. Mais l'exemple du kibbutz doit un petit peu trotter dans votre tête. Cette gauche sioniste, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel elle n'a pas joué un rôle essentiel. D'abord, elle va en commettre un contre les Juifs eux-mêmes. Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, l'agence juive de Tel Aviv entame des négociations avec les nazis, qui aboutiront aux accords de Havara. Havara hébreu, veut dire en hébreu transfert. Et ces accords vont permettre l'émigration de 60 000 juifs allemands fortunés en Palestine mandataire. Les non-fortunés, ils pouvaient crever, et il y en a beaucoup qui ont crevé. Et il y aura même en 1938, après la nuit de cristal, dont on vient de fêter le 85e anniversaire, il y aura même, 86e, pardon, une conférence à Évian pour savoir qu'est-ce qu'on fait des juifs allemands et autrichiens. Et la réponse de l'Europe sera la même que celle qu'elle a aujourd'hui contre les migrants qui crèvent. Et on ne fera rien. Mais donc, 6 ans avant ça, les juifs fortunés allemands pouvaient émigrer en Palestine, mais avec des conditions terribles. Ils devaient abandonner l'essentiel de leurs biens en Allemagne, et puis il y avait un système bancaire qui faisait que les juifs qui étaient en Palestine devaient consommer allemand. Donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on trouvera en Palestine des Mercedes, des Opel, etc. Et puis surtout, les juifs du monde entier, notamment les juifs des États-Unis, avaient lancé un boycott de l'Allemagne nazie. Eux, ils avaient compris que le nazisme était un danger existentiel. Et donc Ben Gurion, en signant cet accord avec les nazis, rompait le boycott, ce qui a permis à Hitler d'avoir accès à l'acier et au pétrole mondial. En 1942, on est en plein génocide, les camps d'extermination commencent à fonctionner à plein. Il y a une conférence sioniste internationale à New York, à l'hôtel Whitmore. On pourrait s'attendre que la résolution finale soit nous mettrons tous nos moyens pour vaincre Hitler. La résolution finale, c'est nous construirons un État juif dans l'ensemble de la Palestine. Et ça comprenait y compris à l'époque la Jordanie. Sur toujours la gauche sioniste, la Nakba est essentiellement réalisée par la gauche sioniste et par la Haganah. Et par rapport aujourd'hui à l'image qu'on a d'Israël avec des espèces
de fanatiques religieux. Les généraux qui vont gagner la guerre de 48 et qui vont chasser 800 000 Palestiniens en massacrant une vingtaine de milliers, c'était des laïcs, hein, c'était Moshe Dayan, c'était Yigal Allon, c'était Yitzhak Rabin, c'était des bouffeurs de rabbins, et ça ne les a pas empêchés de commettre non seulement un nettoyage ethnique prémédité, il n'y a plus aucun débat historique aujourd'hui. Ben Gurion avait immédiatement affirmé, après la guerre de 48, les Arabes sont partis d'eux-mêmes, nous n'avons expulsé personne. Aujourd'hui, il y a un consensus total sur le fait que non seulement le nettoyage ethnique était prémédité, mais qu'il a été ponctué par un assez grand nombre de crimes de guerre. Si le crime de Der Yassin, qui est assez connu, est commis par l'extrême droite, dont je vous parlerai après, le crime de Tantoura, il y a un très bon film qui est sorti sur Tantoura, il est commis par la brigade Alexandroni, qui était dirigée par Yitzhak Rabin. Et c'est 250 paysans et pêcheurs d'un village au sud de Haïfa qui sont massacrés et dont les corps se trouvent aujourd'hui sur le parking de la plage. Pendant longtemps, dans le déni qui s'instaure au moment de la création de l'État d'Israël, nous n'avons expulsé personne, c'était enseigné à l'école en Israël. Et puis en 1988, 40 ans après les faits, il y a l'ouverture des archives. Les historiens palestiniens, depuis très longtemps, avaient raconté l'histoire de la Nakba, et avec l'ouverture des archives, tous les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes comme Benny Morris, ou non sionistes ou anti-sionistes comme Ilan Pappé, Shlomo Sand, Avi Shlaim ou Tom Segev, tous ont confirmé ce que les Palestiniens avaient toujours dit, un nettoyage ethnique prémédité. C'est cette pseudo-sioniste qui fait et réalise en 1956 l'attaque avec les impérialistes français et britanniques contre l'Égypte de Nasser. Nasser avait eu l'outrecuidance de nationaliser le canal de Suez. Au passage, ils vont tuer 500 personnes à Gaza. C'est toujours cette gauchioniste qui réalise en 1967 l'attaque et la conquête de la Cisjordanie, de Gaza, du Golan. Et là encore, en France, on a eu la même désinformation de celle qu'on a aujourd'hui. Ah, Israël est menacé de destruction. Moi-même, j'avais 16 ans, j'ai vécu à ces balivernes. Maintenant, il n'y a plus aucun débat historique. Ça, depuis 1948, tout le monde avait reproché en Israël à Ben Gurion de ne pas avoir fini le travail, et la conquête de l'ensemble de la Palestine historique était préméditée depuis une vingtaine d'années. Et puis il y avait un tel déséquilibre des forces qu'en 6 jours, elle est réalisée. Donc ce mythe sur on va détruire Israël, on va jeter les Juifs à la mer, non. Ceux qui ont été jetés à la mer, c'est les Palestiniens de Haïfa et de Jaffa en 1948, mais en 1967, il s'agit bien d'une conquête préméditée. Je vous enlève encore une autre idée, c'est pas l'extrême droite qui va commencer à coloniser la Cisjordanie. C'est la gauche au pouvoir. C'est Yigal Allon qui fabrique le plan Allon, qui était un plan d'annexion et de colonisation de la vallée du Jourdain. Les premières expulsions, elles ont lieu dans Jérusalem-Est, où on va expulser 6 000 Palestiniens qui avaient la malchance d'habiter autour du mur des Lamentations. Mais les premières colonies, dans la vallée du Jourdain, à Beit Omar, elles sont faites par Yigal Allon. Évidemment, elles n'avaient pas la même ampleur que la colonisation aujourd'hui, mais c'est bien la gauche qui les a entreprises. J'expliquerai plus tard pourquoi la gauche a perdu le pouvoir en 1977. J'ai envie de dire, pour comparer à la situation en France, que quand certains font le sale boulot de destruction des acquis démocratiques d'une société, et quand en tout cas a été fait la destruction du peuple palestinien avec une conquête complète et un début de colonisation, au bout d'un moment, pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, les électeurs préfèrent l'original à la copie, et c'est ce qui arrive en Israël en 1977. On n'a plus besoin des sociodémocrates, tout le sale boulot a été fait, et on peut passer à une conquête et à une annexion sans faux discours. Je parlerai tout à l'heure de l'illusion d'Oslo, mais pour vous dire que cette gauche sioniste participera à des gouvernements de coalition, et à chaque fois elle va faire un travail épouvantable. C'est Ehud Barak qui est au pouvoir dans les dernières négociations avec Arafat, et c'est lui qui aura cette phrase terrible. En fait, dans les dernières négociations de Tabar et de Camp David avec Clinton, donc c'était avant Trump, c'était Clinton,
il propose à Arafat, on va signer la paix, Jérusalem non, mais tu auras ta capitale à Abu Dis, c'est à 15 km, tu ne vas pas nous faire un fromage, les réfugiés, on va en prendre 15 000, ouais, le reste ça va aller, les colonies, on va garder les grands blocs de colonies, mais c'est pas grave, et tu signes. Donc Arafat dit, je ne signe pas. Clinton le prend en collé, tout ça c'est dans le livre de Charles Vanderlyn, le réalisé. Clinton le prend en collé en lui disant, tu signes ou tu es un homme mort et nous te ferons porter la responsabilité de l'échec. Il a été un homme mort et on lui a fait porter la responsabilité de l'échec. Et Barak, le lendemain, à la télé, dit « Nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées. Nous n'avons plus de partenaires pour la paix. » C'est donc la gauche, la pseudo-gauche sioniste, qui est à la base du virage définitif de l'opinion israélienne dans le camp de la guerre à outrance. C'est également, on parle aujourd'hui évidemment de la nouvelle invasion du Liban, mais la dernière guerre avant, au Liban en 2006, c'était Amir Peretz, secrétaire général du Parti travailliste, qui avait lancé les troupes israéliennes contre le Liban. On parle du mur, celui qui a construit le mur, c'est Fouad Ben Eliezer, ancien secrétaire général du Parti travailliste. Et aujourd'hui, il a encore dit des horreurs aujourd'hui, le président de la République, Isaac Herzog, il est issu du Parti travailliste. Il fait partie de ceux qui ont été cités par la Cour internationale de justice pour avoir appelé au meurtre des femmes et des enfants. Voilà ce que je pouvais dire de ce qui se prétend de gauche sioniste en Israël. Et la droite. La droite sioniste, elle apparaît en 1920. Son idéologue et fondateur, c'est Vladimir Jabotinsky, qui va mourir en 1940. Ce n'est pas une droite ni libérale, ni monarchiste, ni conservatrice. C'est une droite fasciste au départ. Vladimir Jabotinsky, déjà, il va collaborer avec des antisémites pendant la guerre civile russe. Et après, il sera un grand admirateur et un grand ami de Mussolini. Et Mussolini parlait de notre fasciste juif Jabotinsky. Et ce courant va lui-même s'appeler le courant sioniste révisionniste. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia, en Italie fasciste. Jabotinsky avait créé un mouvement qui existe toujours, le Bétard, une milice armée. Le Bétard s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Et de ce courant-là, qui était clairement un courant violent, qui va fonder plusieurs groupes extrêmement violents dès les années 30. L'Irgun est fondé en 1931, son chef emblématique sera Menahem Begin, qui deviendra en 1977 Premier ministre d'Israël. De l'Irgun naîtra une scission qui s'appelle le Lehi ou groupe Stern, dont le dirigeant emblématique sera Yitzhak Shamir, qui sera plus tard Premier ministre aussi d'Israël. Non seulement ces groupes ont rivalisé dans les attaques meurtrières contre la population civile palestinienne, mais ces groupes déclarent la guerre à l'Angleterre en 1939 parce que les Anglais arrêtent, en prévision de la Deuxième Guerre mondiale, arrêtent l'immigration juive en Palestine. Le groupe Stern va assassiner des soldats britanniques pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Ils assassineront Lord Moyne, le haut représentant britannique au Caire, en 1944. Plus tard, ils assassineront le comte Bernadotte et le colonel Serrault en 1948, qui avait eu l'outrecuidance de sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui proposait une paix négociée avec les Palestiniens. Donc, sachez-le quand même, Israël a été dirigé pendant 7 ans par un Yitzhak Shamir, que moi, fils de déporté, j'appelle un collabo, parce que tuer des soldats britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 43-44, j'appelle ça d'un acte de collaboration. Sa droite sioniste, elle sera toujours partisane des méthodes expéditives. Pendant la guerre de 48, elle va réaliser le massacre emblématique de Der Yassin, mais il y a toute une série de généraux, de chefs militaires issus de la pseudo-gauche sioniste et qui vont passer à droite ou à l'extrême droite parce que les méthodes de l'armée israélienne sont d'entrée des méthodes extrêmement violentes. Ariel Sharon, il a commencé au Palmar, qui dépendait de la Haganah, et il se retrouvera un des chefs de la droite colonialiste, Rehavam Tzvi, pareil, Raphaël Eitan, pareil. Donc, cette armée, qui pendant longtemps était une armée de généraux laïcs, va devenir une armée de généraux d'extrême droite, parce que, dès le début,
l'armée israélienne a commis un certain nombre de crimes. Comment, aux premières élections israéliennes en 1948, la droite, issue de Jabotinsky, fait 12 ou 13% des voix. Et 30 ans après, en 1977, elle prend le pouvoir, qu'elle ne lâchera pratiquement presque jamais. Pourquoi ? C'est quelque chose qui nous interroge à nous, société française. Comment l'extrême droite s'impose dans une société ? C'est ce que je veux dire. Et aux États-Unis, vous voyez toujours ce que je veux dire. En Israël, tout ce qui compte dans la société, l'extrême droite qui est devenue hégémonique alors qu'elle ne l'était pas. Qu'elle soit hégémonique chez les colons, c'est logique. Et je vous ai dit que ceux qui ont installé la colonisation au départ, ce n'est pas l'extrême droite. L'extrême droite l'a amplifiée, et c'est la pseudo-gauche qui a commencé. Elle est devenue hégémonique chez les religieux, c'est la conséquence de la conquête de 67, et notamment de la conquête du mur des lamentations, qui a transformé une religion qui était une religion messianique en une religion coloniale et meurtrière. Mais encore une fois, c'est le colonialisme qui a transformé la religion, c'est pas l'inverse. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Donc l'extrême droite est devenue majoritaire chez les religieux. Elle est devenue majoritaire chez les séfarades et les misrahim, c'est-à-dire les juifs du monde arabe, qui ont été odieusement discriminés à leur arrivée en Israël. J'ai envie de dire que Israël n'est pas le seul endroit où les discriminés et les pauvres votent à l'extrême droite. Suivez mon regard, toute ressemblance avec la France et les États-Unis ne peut être que fortuite. Elle est devenue majoritaire chez les Russes, ce qu'elle n'était pas au départ, parce qu'eux, ils n'étaient pas très religieux, mais on leur a offert des tas de postes dans les colonies. Elle est devenue majoritaire chez les militaires, et c'est les crimes de guerre accumulés de l'armée israélienne qui ont transformé cette armée en une armée d'assassins assumés, alors que jusque-là, ils étaient une armée d'assassins non assumés. Et donc voilà, on se retrouve avec une extrême droite qui est majoritaire dans toutes les strates de la société israélienne depuis quasiment 50 ans. Et alors souvent on me dit, mais il y a bien une opposition, Netanyahou, vous enlevez ça de votre tête aussi. C'est une opposition interne à la société juive israélienne. C'est-à-dire c'est une opposition qui recouvre les clivages d'une société artificielle, donc laïque contre religieux, ashkénazes contre séfarades et misraïm, russes contre tous les autres, colons contre juifs européanisés, et tout ça, ça traverse l'extrême droite. Et sur les questions palestiniennes, ils sont tous d'accord. La preuve, les votes à la Knesset qui vient d'y avoir, les seuls qui ont voté contre le fait de rendre illégal l'UNRWA, l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés palestiniens, ou les seuls qui ont voté contre le fait qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, c'est les députés palestiniens. Les autres se sont soit abstenus, soit n'étaient pas là, mais sinon c'est l'unanimité. Donc vous devez bien comprendre qu'à l'intérieur du sionisme, il n'y a pas d'opposition à ce qu'est la politique d'Israël actuellement. Il y a une opposition à la personnalité de Netanyahou, qui a mis la main dans le pot de confiture, qui est autoritaire, qui est corrompu, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'opposition sur la finalité. Et Rabin et Oslo, ben là encore, je vais en décevoir quelques-uns. Yitzhak Rabin, d'abord, il faut connaître son passé. C'est l'homme du nettoyage ethnique de 1948, la brigade Alexandronie, le massacre de Tantoura, le vidage de la ville de Ramleh, où il y a plusieurs milliers de Palestiniens qui sont expulsés très violemment par la force. Plus tard, il est général en chef de l'armée à partir de 1975. Quand on fête la journée de la terre pour les paysans palestiniens, on célèbre une grève des paysans de Galilée contre le vol de leurs terres. Il y aura 20 morts quand même dans la répression. C'est Yitzhak Rabin qui est à la manœuvre. Quand on parle de l'attaque contre le siège de l'OLP à Tunis, où il y aura 80 morts, dont une vingtaine de soldats tunisiens, où les soldats israéliens vont tuer le numéro 2, le numéro 3 de l'OLP. Curieusement, ils vont épargner le numéro 4, un certain Mahmoud Abbas. Mais c'est toujours Yitzhak Rabin qui est à la manœuvre. Quand éclate la première intifada en 1987, qui est partie du camp de Jabalia à Gaza, le Rabin aura cette phrase « Brisez-leur les os et les joues ». Il dira de Gaza, je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer. Alors on peut se demander comment cet homme-là
va devenir l'homme de la paix, comme on dit, au moment d'Oslo. Il faut savoir quand même qu'est-ce qui a été signé à Oslo. La seule chose qui est signée à Oslo, c'est la coopération sécuritaire. C'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. C'est-à-dire, ça crée l'autorité palestinienne, ça fait qu'Israël n'a plus besoin de financer les fonctionnaires palestiniens, c'est l'Europe qui va payer, l'autorité palestinienne qui va payer les fonctionnaires, mais l'utilité principale de l'autorité palestinienne et l'essentiel des gens qu'elle salarie, c'est le personnel de sécurité pour faire régner l'ordre, c'est-à-dire pour collaborer. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voyage en Palestine, on entend souvent des gens dire « vous avez connu Pétain, nous on a un autre où on aurait aimé avoir un seul ennemi et pas deux ». Sauf que ça, c'était dans Oslo. C'est-à-dire qu'une anecdote qu'on m'avait racontée à Jenin, dans le camp de Jenin, qui est aujourd'hui totalement martyrisé, les amis me disaient « on sait quand est-ce que l'armée israélienne va nous attaquer, parce qu'on a un ami qui habite en face de la caserne palestinienne, et si on le voit qui ferme ses volets, ça veut dire que l'armée israélienne les a prévenus qu'elle va attaquer, qu'eux, ils ne doivent pas intervenir. Mais c'est dans les accords d'Oslo qu'ils doivent fermer leurs portes. Donc voilà, cette situation-là, c'est la seule chose qui est signée à Oslo. J'ai discuté avec des négociateurs palestiniens qui étaient assez hors d'eux sur ce qu'on leur a fait signer. Ils disent qu'à Madrid, ils avaient obtenu beaucoup plus. On a discuté à Oslo d'un État palestinien, on n'a rien signé. On a discuté du retour des réfugiés, on n'a rien signé. On a discuté de la libération des prisonniers, on n'a rien signé. On a discuté de l'arrêt de la colonisation, on n'a rien signé. Et la seule chose qui est signée, c'est la coopération sécuritaire. Et toujours sur Rabin, pour l'enterrer définitivement, si j'ose dire, entre la signature des accords d'Oslo, septembre 1993, et son assassinat, novembre 1995, en 26 mois, il installe 60 000 nouveaux colons. De quelle paix s'agissait-il? Et quand Baruch Goldstein, un colon d'extrême droite, fait le massacre au caveau des patriarches à Hébron, Khalil en arabe, Rabin avait une occasion extraordinaire d'expulser les colons qui ont vampirisé le centre de Hébron. Pour tous ceux qui doutent du mot apartheid, allez passer un quart d'heure à Hébron, vous n'aurez plus besoin d'un conférencier. C'est assez fou ce qu'on y voit. Ce que va faire Rabin, c'est d'installer 2000 soldats pour protéger les colons, et 30 ans après, les 2000 soldats sont toujours là. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'idée qu'à l'intérieur de la société israélienne, sans sanction, il puisse naître quelque chose, la réponse est non. Donc qu'on est bien dans la tête, l'État d'Israël a été sanctionné 2 fois dans son existence. En 1957, le Conseil de sécurité a voté qu'Israël évacue le Sinaï à l'unanimité parce que soviétiques et américains étaient d'accord. Israël a cédé. En 1991, George Bush père voulait que des négociations commencent entre l'OLP et Israël. Le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir, ne voulait pas. George Bush père a fait tomber le gouvernement Shamir en refusant de cautionner le prêt qu'Israël avait fait pour l'immigration des Juifs soviétiques. Donc on a la preuve que si on sanctionne cet État, ça va bouger. Tant qu'on ne sanctionne pas cet État, c'est le rouleau compresseur fasciste. Donc l'Occident porte une responsabilité absolument majeure en ne sanctionnant pas, en aidant militairement, politiquement cet État voyou, parce que la preuve a été faite que si on fait autrement, le résultat sera autre. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de Gaza et du 7 octobre. J'ai été 2 fois à Gaza, en 2013 par l'Égypte et en 2016 par Israël. C'était un coup qu'on avait monté, les Israéliens sont tombés dans le panneau, donc on a pu rentrer, c'était un peu avec la complicité du consul de France de Jérusalem de l'époque. Gaza, c'est une société normale, je parle d'avant le 7 octobre, c'est une société normale dans une situation totalement anormale. C'est un tout petit territoire, 360 km², c'est encore 10 fois plus petit que le Rhône, mais c'est un territoire complètement surpeuplé. Avant le génocide, parce qu'il y a probablement 100 000 morts maintenant, il y avait 2 300 000 habitants, c'était la plus grande densité du monde, 6 000 habitants au kilomètre carré,
Il ne restait à peu près plus que 20% de terres cultivables à cause de la pression urbaine. C'est une population, comme toute la Palestine, très hautement éduquée. Ça, c'est la patte palestinienne. Dès qu'ils ont été dans les camps, ils ont construit, ils ont urbanisé les camps, et surtout, ils ont eu une volonté terrible de la scolarisation, de pousser les enfants le plus loin possible dans les études. La Palestine est de très loin au Proche-Orient, le pays qui a la plus grande proportion de médecins, de professeurs, d'ingénieurs, d'intellectuels en général. Elle a eu des personnalités aussi remarquables que Edouard Saïd ou Mahmoud Darwish, des gens qui sont morts, mais bon, qui sont des personnalités assez extraordinaires, mais ça vient aussi des études. À Gaza, quand j'y suis en 2016, donc on a rencontré plus de 80 personnes, on s'est partout présenté Union juive française pour la paix. La réponse unanime, c'était nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les juifs. On a rencontré la totalité des partis politiques à Gaza, y compris le Hamas, y compris le djihad islamique, y compris le FPLP, y compris le Fatah, y compris le Parti communiste. On a rencontré tout le monde. Le FDLP, C'est une société d'abord incroyablement éduquée. Il y a 1% d'illettrisme à Gaza, contre 35% en Égypte voisine, ça donne une idée. L'éducation est gratuite, soit par l'UNRWA pour les réfugiés, soit payée par Ramallah pour l'enseignement public, entre l'équivalent du cours préparatoire et le baccalauréat. Mais avant, parce qu'il y a une population très jeune, il y a beaucoup d'enfants, c'est une pléthore d'associations qui assurent le préscolaire et le périscolaire. Et pas seulement des associations de femmes, c'est vraiment pris par l'ensemble de la société. Après, l'université est très chère. En 1976, il y avait 6 universités et 100 000 étudiants. Comme j'ai été prof de maths, je suis allé un peu regarder les programmes. Je peux vous garantir qu'en ce qui concerne ma matière, c'était totalement l'équivalent des universités françaises. Mais évidemment, après, d'abord, la plupart du temps, ils ne peuvent pas passer de test, sauf s'ils obtiennent des bourses pour partir à l'étranger. Et puis surtout, il n'y a pas de travail. Donc on se retrouve avec une population de jeunes qui sont très souvent bilingues, la plupart du temps anglais. Il y a une petite minorité francophone. Il y a quelques hispanophones ou russophones. Une population qui connaît le monde extérieur par Facebook, par les réseaux sociaux, et une population dont l'écrasante majorité n'est jamais sortie d'une cage de 360 km², de 40 km sur 10. Et on arrive vite à la mer, on arrive vite à la barrière dans ces conditions-là. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire à Gaza, c'est que les diplômés utilisent leur savoir pour que leur société ne s'écroule pas. Je vais donner un exemple qui m'avait très fortement ému. On va à l'hôpital Al-Shifa, celui qui a été martyrisé, où il y a eu des centaines de morts médecins et malades, et on est reçu par la seule psychologue salariée de l'hôpital Al-Shifa. Et elle nous dit, mais il y a 5000 soignants et une vingtaine de milliers de malades, et puis ça évolue tout le temps. On n'a pas les moyens de faire l'aide psychologique, elle est fondamentale à cause du stress. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma page Facebook, j'ai dit je voudrais des psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement. Elle a eu 100 réponses, elle ne pouvait pas prendre 100 personnes. Elle leur a fait passer un examen écrit oral. Elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes. Ça dit beaucoup de choses sur aussi cette question-là dont je parlerai un petit peu. Gaza est une société patriarcale, mais les femmes ne se laissent pas faire, et en tout cas au niveau des études, elles ont des résultats beaucoup plus brillants que les hommes. Et j'ai interrogé ces gens qui payent un superbe uniforme, qui paient tous les jours leur taxi collectif pour venir bosser. Je dis, pourquoi vous acceptez de faire ça ? Et la réponse c'était, on a du savoir, on a fait 5 ans d'études, on est diplômé, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. 2, en travaillant, on prend de l'expérience, un jour le blocus s'arrêtera et on aura du travail. Et c'est ça Gaza. C'est une espèce d'espoir absolument permanent qui fait que nous, Union juive française pour la paix, les paysans nous ont dit on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. À Gaza, 95% de l'eau est inconsommable.
c'est pas la faute à malchance, c'est parce que les Israéliens ont mépris du droit international, pompent comme des malades la nappe phréatique tout autour, et que la nature ayant horreur du vide, la nappe phréatique est envahie par l'eau de mer. Et à l'époque où j'y suis, il y a entre 4 et 6 heures d'électricité. Donc le Mokhtar, le chef traditionnel d'une des grandes familles de paysans, la famille Abou Teima à Houza, nous dit faites quelque chose parce qu'on va perdre notre récolte. Je suis allé voir les autorités du Hamas pour demander une exception, d'avoir de l'électricité pour pouvoir pomper l'eau au moment de la récolte des melons. J'aurai pas d'exception, on va perdre notre récolte. Il a perdu sa récolte. On s'est lancé en 2016. On n'est pas une association humanitaire, on est une association politique. On s'est lancé dans une collecte qui a dépassé tout ce qu'on pensait. On a, en plus on ne savait pas comment envoyer l'argent, on a tâtonné, maintenant on sait, mais ça a été compliqué. Et puis ça change tout le temps. En décembre 2016, il y avait un château d'eau de 17 mètres de haut, 107 000 litres. Les paysans avaient écrit en énorme UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Quand les Israéliens ont abattu le château d'eau en février dernier, on a publié un communiqué, la destruction du château d'eau Trouza, un acte antisémite, c'est clair. Et après, ils nous ont dit, mais les paysans pauvres, ils ne peuvent pas payer l'électricité pour tirer l'eau. Eh bien, on a financé le prix de l'électricité. Après, les gens, ils ont dit, mais le château d'eau, il y a 35 fermes qui sont raccordées, et les autres. On a financé des canalisations. Et puis après, ça s'est emballé. Ils ont dit, mais on veut être indépendant des partis politiques. On a construit une maison des paysans. Ils l'ont appelée quartier général UJFP. Et donc, quand les ministres du Hamas voulaient discuter avec les paysans, ils allaient au quartier général UJFP. Et après, ça a pris de l'ampleur. Ils nous ont demandé une pépinière solidaire. On n'avait pas les moyens de faire ça tout seul. On a fait ça avec une association qui est humanitaire, qui a succédé au CDSP, au comité de bienfaisance et de secours des Palestiniens, qui est littéralement dissoute aujourd'hui. Enfin, ils sont en procès pour essayer de renaître. C'est Darmanin qui... En gros, Darmanin suit les Israéliens. On a trouvé sous l'hôpital Al-Shifa des chariots avec le sigle humanitaire. Donc, avoir des chariots sous l'hôpital Al-Shifa, c'est soutien au terrorisme, donc évidemment humanitaire est dissous. Mais bon, quand l'humanitaire n'était pas dissous, ils avaient l'argent, nous on avait le savoir-faire. On a construit une énorme pépinière solidaire. La veille du 7 octobre, il y avait 1000 fermes qui étaient raccordées à la pépinière solidaire, qui passaient directement des semences au plan. Qu'est-ce que je peux dire toujours sur Gaza? Contrairement à tout ce qu'on dit, c'est une société incroyablement pluraliste. Vous rentrez dans un taxi collectif, vous entendez « Vive le Hamas !» Ah non, ah bah le Hamas c'est des corrompus, et ça discute. À l'intérieur d'une même famille, bah, il y a un fils qui est au Hamas, un autre au djihad, un troisième au FPLP, c'est dans les familles. Les gens armés, à l'époque, on ne les voit pas, sauf si on fait des insomnies la nuit, on en voit quelques-uns qui s'entraînent, mais sinon on ne les voit pas. Il y a quelques personnes retirées des familles, mais cette idée que les Israéliens ont inventée, qu'il y avait une armée, tout ça, c'était évidemment une propagande qui n'avait strictement rien à voir avec la réalité. Tous les partis politiques, on les a rencontrés. Ceux qui étaient anti-Hamas se sont expliqués en disant tout le mal qu'ils pensaient de ce régime-là. Le président de la Chambre des députés Hamas qu'on a rencontré a dit tout le mal qu'il pensait de l'autorité palestinienne. On a compris qu'il n'y aurait pas de gouvernement d'union nationale, mais dans la société de Gaza, il y a beaucoup de gens qui sont dégagistes, qui sont anti-partis, et qui disaient cette division, c'est une victoire de l'occupant, et c'est une honte, et nous n'avons pas demandé là. Ça fait partie un petit peu du débat sur l'avenir. J'en viens au 7 octobre. Dire que le 7 octobre est un pogrom, c'est une insulte à notre histoire. Le 7 octobre, ce n'est pas les Juifs qui sont attaqués, c'est l'occupant. C'est clair et net. Et comme étant fils d'un combattant du groupe Manouchian, je rappelle que sur le concept de terrorisme, le terrorisme existe dans le droit européen et dans le droit français. C'est une aberration, je le dis ouvertement. S'il y a des RG, vous pouvez m'inculper. Le terrorisme n'existe pas dans le droit international, et il y a des raisons pour lesquelles ça n'existe pas. Si on appelle terrorisme le fait de s'attaquer à des civils désarmés, ça peut être une définition. Alors oui, il y a attaque terroriste le 7, mais alors dans ce cas-là, les Alliés, quand ils font la bombe d'Hiroshima ou Dresde sous les bombes, c'est des terroristes.
parce qu'ils ont bien attaqué des civils désarmés. Donc on comprend bien que cette définition, elle n'a pas de sens. Le groupe Manouchian, hein, les nazis avaient fait l'affiche rouge, l'armée du crime. Le FLN algérien, c'était des terroristes. Le FNL vietnamien, c'était des terroristes. L'ANC sud-africaine, c'était des terroristes. Et les États-Unis ont conservé l'accusation que l'ANC était terroriste alors que Mandela était déjà dehors. Donc on comprend bien que l'usage qui est fait aujourd'hui de ce terme-là, c'est un usage des dominants pour criminaliser les dominés. Mais ce que je dis, le droit international dit explicitement que la résistance à l'oppression et à la colonisation n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est écrit dans le droit international. Roland Nurier, d'ailleurs, puisqu'il est à côté d'ici, dans son premier film, Charles Olivier, c'est Michel Warshawski, anticolonialiste israélien, qui explique bien que résister à l'oppression, c'est un devoir. Donc cette espèce d'idée de vouloir criminaliser les Palestiniens sur le 7 octobre, elle révèle quoi en fait? Il y a une autre idée, il y a une autre lyrique qui est sortie. Israël a le droit de se défendre. Le droit de se défendre, il existe dans le droit international. Vous avez le droit de vous défendre contre un pays qui vous attaque. Ça oui. Vous avez le droit de vous défendre contre une occupation. Ça oui. Mais vous n'avez pas le droit de vous défendre contre un peuple que vous occupez. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Donc si on applique le droit international, tout ce qui a été sorti sur le 7 octobre n'a pas de sens. Alors je dirais, et j'ai visité 9 fois Georges Abdallah dans la prison de Lannemezan, et quand il a été interrogé, puisqu'il a fait une demande de libération qui va être jugée le 15 novembre, quand il a été interrogé, et alors que pensez-vous du Hamas? Il a répondu, ce sont des résistants, c'est quand même vraiment dommage que ce ne soient pas des communistes. Je partage un petit peu son idée. Donc en tout cas, il y a probablement eu des crimes de guerre commis le 7 octobre, il faut comprendre. Je prendrai le point de vue des anticolonialistes israéliens. Michel Warshawski dit le 7 octobre, c'est une cocotte minute qui a explosé. De toute façon, quand vous enfermez un peuple, quand vous le privez de tous ses droits, Gaza, c'est une prison à ciel fermé. Il était évident que ça ne pouvait pas durer éternellement et qu'à un moment, ça allait péter. C'est comme ça. Ça a pété à ce moment-là. Ça allait forcément péter, surtout que la Palestine était rognée petit à petit et que la colonisation de la Cisjordanie devenait véritablement à allure accélérée. Donc, ils ont estimé qu'il fallait faire quelque chose. Je dirais une dernière chose sur le 7 octobre. Nurit Peled, grande anticolonialiste israélienne, fille d'un des fondateurs de l'État d'Israël, Mordechai Peled, Mati Peled. Et en 1997, la fille de Nurit, Smadar, avec 14 ans, elle est tuée dans un attentat du Hamas à Jérusalem. Le Netanyahou, qui avait été en classe avec Nurit Peled, envoie ses condoléances et Nurit lui répond « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges les enfants à être assassins ou à être assassinés. » Je crois que c'est la réponse la plus digne sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Sur les kibboutz progressistes qui auraient autour de Gaza, j'étais à cette frontière. Ma compagne Sarah, elle a vécu 2 ans à Gaza, elle faisait le bouclier humain pour permettre aux paysans de Gaza de cultiver pendant que les soldats israéliens tiraient en l'air et n'osaient pas tirer quand même directement sur les solidaires qui étaient devant les paysans. À Gaza, je vous ai dit, il faut aller à 150 mètres de profondeur pour trouver de l'eau qui la plupart du temps n'est pas potable. Et en face, les fameux kibboutz progressistes, il y a l'arrosage automatique, les pelouses et la piscine. C'est progressiste, mais c'est un peu colonial quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et donc quand on enlève cette dimension-là, on ne comprend rien à Gaza et on ne comprend rien à ce qui s'est passé au 7 octobre. Depuis le 7, nier qu'il y a un génocide, je suis juif, j'emploie volontairement le mot négationniste, c'est du négationnisme. Nous, juifs, on est épouvantés quand on a en face de nous des gens qui nient ou qui essaient d'édulcorer l'ampleur du génocide qui a tué les 2 tiers des juifs européens. Et aujourd'hui, nier les atrocités qui se passent à Gaza, nier que les dirigeants israéliens et la Cour internationale de justice l'a dit, ont appelé ouvertement
au meurtre des femmes et des enfants, on fait intervenir la religion en disant que les Palestiniens, c'est des Amalécites. Et dans la Bible, il est dit, tuez-les tous, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, et qu'on utilise ça aujourd'hui contre les Palestiniens. Nier ça, j'appelle ça complètement du négationnisme. Le rôle des gouvernements occidentaux et des médias occidentaux est d'une obscénité totale. Puis ça continue. Ça continue aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Amsterdam. À Amsterdam, vous avez l'extrême droite des supporters israéliens qui manifestent au cri de tuer les Arabes et qui s'en prennent un petit peu sur la gueule. Et évidemment, immédiatement, c'est pogrom à Amsterdam, antisémitisme, et Macron qui n'en loupe jamais une. Voilà. On est complètement dans une espèce de réalité qu'on n'a pas voulu voir et qui est celle-là. Je vais dire aussi le silence du monde arabe. Alors, moi, misérable juif, je vais en parler quand même. Il y a eu une période assez longue où le monde arabe était dirigé, ou en tout cas où hégémoniquement, il y avait des régimes comme celui de Nasser, des bourgeoisies nationales, qui étaient anti-impérialistes, qui avaient pris des positions anti-impérialistes. C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment la guerre de 67 a joué un rôle là-dedans, l'hégémonie dans le monde arabe, elle est passée aux pétromonarchies du Golfe, pour faire court, qui sont des régimes ultra-capitalistes, patriarcaux, esclavagistes, j'en loupe quelques-unes sûrement, mais les gens s'étonnent qu'ils aient scellé ces fameux accords d'Abraham avec Israël. Ils appartiennent au même camp. Pourquoi Israël est soutenu? Ce n'est pas une culpabilité vis-à-vis des Juifs. Hein. La preuve, en 1945, l'attitude de l'Occident, c'était tous les Juifs qui demandaient des visas pour les États-Unis, pour la France et tout. C'était non, non, vous avez un pays, vous partez quand vous voulez, mais pas chez nous. Et donc, il n'y a pas de culpabilité occidentale vis-à-vis des Juifs. Et la question des pays arabes qui soutiennent Israël, c'est parce qu'ils sont dans le même camp. Israël, c'est un État qui donne l'exemple au monde d'une reconquête coloniale réussie, d'une revanche contre les Arabes qui quand même nous ont foutu la pâtée pendant la guerre d'Algérie, d'un pays qui est capable d'enfermer et de martyriser les populations réputées dangereuses, d'un pays qui fabrique les technologies de pointe les plus perfectionnées au point que toutes les armées et les polices du monde entier viennent se former chez elles, y compris la police de Lula, ça ne lui a pas réussi, mais elle était venue se former en Israël. Donc c'est l'état rêvé de l'Occident. Et l'Occident, il a bien compris que pour dominer le Proche-Orient, qui est une région stratégique pour plein de raisons, il faut Israël et il faut les pétromonarchies du Golfe. Et ces gens-là se sont évidemment alliés. On a quand même l'extraordinaire déclaration du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, et qui a dit ce qui se passe à Gaza nous pose un problème, sous-entendu les Israéliens exagèrent, mais nous arriverons à le surmonter. Ça dit quand même long. Et en ce qui concerne par exemple la normalisation avec le Maroc, le lendemain ou le surlendemain de l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, Abraham Kouchavi, qui était le général en chef de l'armée israélienne, va au Maroc et propose toute une série d'aménagements, de ventes d'armes et de technologies pour l'armée marocaine au Sahara. Je veux dire, ils sont dans le même camp et il n'y a pas de mystère dans cette affaire-là, mais ça veut dire, et j'ai été très long, je vais m'arrêter là, ça veut dire aujourd'hui que la question de la Palestine et la question de Gaza, c'est pas un supplément d'âme. C'est en défendant Gaza, en défendant la Palestine, on se défend nous. C'est-à-dire que leur défaite sera la nôtre et leur victoire sera la nôtre. C'est-à-dire que ce qui se défend là-bas, c'est le monde qu'on veut, le monde qu'on ne veut pas. Alors, vous allez me dire, mais vous, JFP, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de ce merdier? 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que n'importe qui est allé là-bas, la première chose qu'il va dire, vous mettez où l'État palestinien? Puisque dès que vous avez franchi la ligne verte, il y a partout les colonies, le mur. Et puis il y a 900 000 colons maintenant. Évacuer 7 000 colons de Gaza ou 8 000 colons du Sinaï, ça va. Mais évacuer 900 000 colons, la moitié sont armés, c'est autre chose. Ce n'est pas souhaitable pour plein de raisons. Alors je vais prendre les raisons secondaires. C'est pas souhaitable parce que
le sionisme était la théorie de la séparation. Et si deux États, ça veut dire vous entérinez la séparation et l'impossibilité du vivre ensemble. C'est une raison secondaire, mais j'y tiens quand même à cette raison. La deuxième raison, c'est pas souhaitable parce que il y a autant de Palestiniens que de Juifs israéliens entre Méditerranée et Jourdain. 7 millions, 7 millions. En sachant quand même qu'il y a maintenant 1,5 million d'Israéliens qui ont foutu le camp, pour plein de raisons, dont 500 000 depuis le 7 octobre. Donc c'est 50-50. Au nom de quoi vous donneriez 78% du territoire aux uns et 22% aux autres. Mais la raison fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix si vous maintenez le sionisme et l'État juif. De la même façon, Nelson Mandela avait posé 3 conditions pour la paix. Il avait dit 1. L'Afrique du Sud est une et indivisible. 2. Une personne égale une voix. 3. Vous reconnaissez que l'apartheid est un crime. Toute paix juste, c'est la transposition des 3 conditions de Mandela. Il aurait pu en rajouter une 4e sur la disparition du capitalisme. L'Afrique du Sud serait dans un moins mauvais état. Mais bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais toute paix juste au Proche-Orient, c'est la transposition des conditions de Mandela. Et en particulier, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. Les 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés en 48-49, leurs descendants sont 10 millions. 6 millions sur ces 10 millions ont la carte de l'UNRWA. Si on ne répare pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas le droit au retour des réfugiés, il n'y a pas de paix. Vous ne pouvez pas imaginer une paix qui n'aille pas au centre de la question palestinienne. Le centre de la question palestinienne, c'est la question des réfugiés. Et il est bien évident que dans le cas de 2 États, ce n'est pas la peine de les faire rentrer à Gaza, ils sont déjà 75% les réfugiés. Ce n'est pas la peine de les faire rentrer en Cisjordanie, ils sont 35%. Et si vous les faites rentrer dans un État juif, vous les faites rentrer dans un État étranger, pour eux. Puisque, en plus aujourd'hui, avec la loi Israël-État-nation du peuple juif, c'est clairement un État juif dans lequel les autres sont des sous-citoyens ou n'existent pas. Donc il est clair que cette solution-là de 2 États, elle n'est pas viable pour ces raisons-là. Un seul État, bien sûr, c'est le plus juste, mais il ne faut pas rêver. Il y a eu, chez les Juifs, avant la création de l'État d'Israël, un important courant binational. Dans un des livres que j'ai emmené ici, Antisionisme, une histoire juive, il y a l'aventure de Brit Shalom et de grands intellectuels comme Martin Buber ou Gershom Scholem qui étaient pour un État binational. Sauf que ce courant a explosé, il n'y a plus personne chez les Juifs qui prône ça. Chez les Palestiniens, c'était le programme de l'OLP, un seul État laïque et démocratique. Ils l'ont abandonné en 1988. Édouard Saïd et le FPLP ont fortement critiqué cette décision. Elle a été prise. Alors, comment on s'en sort? Nous, on dit, il y a un droit international. D'ailleurs, c'est clair qu'aujourd'hui, un des buts de Netanyahou, c'est de liquider le droit international et de liquider l'ONU. Et avec Trump, il va trouver un allié là-dessus. Le droit international, ce n'est pas l'ONU. L'ONU a une responsabilité énorme dans les malheurs du peuple palestinien. L'ONU est responsable de la moitié de la Nakba avec le plan de partition de 1947. Mais le droit international, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour la Palestine, 1, la liberté, fin de la colonisation, fin de l'occupation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. Il dit l'égalité des droits entre tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité réelle ou supposée, leur religion ou leur non-religion. Et 3, il dit la justice, le crime fondateur ayant été l'expulsion des Palestiniens, le retour des réfugiés palestiniens, auquel il faudra rajouter le jugement des criminels de guerre, parce que si on ne les juge pas, on aura fait la moitié du boulot. Il faut imposer aujourd'hui que ce qui se joue aujourd'hui, pour eux comme pour nous, c'est que le droit international ne disparaisse pas, qu'il reste aujourd'hui la boussole universelle, et que toute négociation de paix devra se faire sur la base du droit international. Mais si vous avez compris tout ce que j'ai dit, le droit international, c'est la fin du sionisme et de l'État juif. Je vous remercie.